Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Buvette. Aujourd'hui, nouveau podcast, on se retrouve avec Lucas pour parler d'un terme un peu original et un peu différenciant des précédents épisodes. Effectivement, aujourd'hui, on va parler des technologies innovantes dans le sport. Bonjour Hugo, bonjour à tous nos auditeurs d'aujourd'hui. Ça va être très intéressant. On a plein de sujets à aborder. On a fait des recherches, hein. On n'est pas expert sur toutes ces technos, mais on s'est informé et il y a des choses très intéressantes, très surprenantes, comme le titre l'indique bien. Et on a appris des choses et on va essayer de vous transmettre tout ça. Exactement, le but ça va être un peu comme dit Lucas, de vous partager ce qu'on a trouvé et on peut voir qu'il y a des choses parfois un peu surprenantes dans le milieu du sport parce qu'effectivement en fait la technologie s'est énormément développée ces dernières années. On sait par exemple que le téléphone portable ça date juste d'une cinquantaine d'années, comme Internet qui est arrivé dans les années 1990. Donc en fait toutes ces choses-là c'est vraiment très récent et bien que le sport professionnel existe depuis de nombreuses années, on va voir un peu comment évoluent aussi les pratiques liées au sport grâce à la technologie. C'est clair, la techno dans le sport, c'est de la techno en général, la technologie, c'est exponentiel. C'est-à-dire que au fur et à mesure des années, ça s'est développé. Aujourd'hui, en un an, il y a des nouvelles techno, il y a des nouvelles startups. Ça évolue de façon exponentielle et c'est ça qui est super intéressant. C'est que peut-être que dans 6 mois, un an, ce podcast, il aura un peu vieilli et qu'il y aura des technos de fous qui seront développés. Et c'est ça qui est super intéressant. Et pour rentrer dans le vif du sujet, moi je vais commencer à te dire un peu ce que j'ai trouvé, même si on a pu évidemment partager avant, mais on va commencer je pense par les capteurs de performance. C'est la base des technologies aujourd'hui dans le sport. Ça permet de mesurer les données. Alors bon, des centaines de données hein, biométriques des athlètes en temps réel, fréquence cardiaque, température corporelle, niveau d'énergie. Il y a vraiment taux de glucose dans le sang, enfin, c'est complètement fou. Bon, évidemment, c'est bien pour la performance, l'amélioration de la performance. Aujourd'hui, un athlète qui finit son match, il est capable d'avoir tous ses statistiques corporelles, hein, si je peux dire, sur le match, à quel moment il était moins bien, à quel moment il aurait eu besoin de plus d'énergie, mieux gérer. Ça, c'est complètement fou. Ça vient d'où? Ça vient des maillots donc des vêtements de sport intelligents qui possèdent des capteurs. Aujourd'hui, on a des capteurs un peu partout, on peut les mettre. Après, c'est vachement différent selon les sports. Je sais que par exemple, toi qui es plus basket, ça doit être plus certainement dans les maillots qu'autre chose parce que vous avez pas plus de choses réglementaires. Le foot, c'est plus facile. Aujourd'hui, on a des startups françaises qui développent des choses sur les protèges tibia. Il y a les chaussures, il y a les capteurs évidemment qu'on met sur le torse, sous les maillots, c'est ça particulièrement qui donne beaucoup de données parce que c'est un accès direct au corps. Donc voilà, ça aide les athlètes pardon, à mieux comprendre leur corps et puis à atteindre leurs objectifs parce qu'aujourd'hui, un athlète, ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas seulement des objectifs sportifs, il a des objectifs corporels parce que son corps, c'est son outil de travail, comme on l'a toujours répété dans notre émission. Et voilà, c'est super intéressant pour tout ça. Qu'est-ce que tu as trouvé? Quel est ton avis? C'est vrai que j'ai un peu monopolisé la parole là pendant ces quelques minutes, mais... Ouais, c'est hyper intéressant parce que j'ai appris plein de trucs. Par exemple, le protège tibia, je savais même pas qu'on pouvait mettre des capteurs dedans, ça paraît fou. Enfin, après, je sais pas comment ça marche exactement, comment la taille de capteur. Alors pour la petite anecdote, le protège tibia, je l'ai vu sur M6 dans l'émission des associés, qui veut devenir mon associé là. C'est un start-upper français, donc c'est français, c'est une start-up française qui est venue présenter le développement de son protège tibia à capteur. Il faut savoir que par exemple, si tous les joueurs en ont, tu peux en temps réel avoir une carte avec la position des joueurs et faire donc de la tactique en temps réel sur une tablette, sur un ordinateur. Enfin, c'est complètement fou. En fait, aujourd'hui, on va pas pouvoir expliciter beaucoup les technologies spécifiques, mais on vous encourage vachement à aller chercher les petites rêves qu'on va vous donner sur Internet pour comprendre vraiment comment ça marche si vous êtes intéressé, parce que chaque technologie possède ses critères et son fonctionnement et c'est vraiment fou. Ouais, parce que du coup, il peut y avoir des technologies un peu plus matérielles, mais aussi peut-être, comme tu disais, des startups, carrément des entreprises qui se montent liées à la performance du sport, bien qu'elles ne soient pas du tout dans le domaine. Donc c'est aussi hyper intéressant. Moi, la petite question que je me demandais, c'est comment ça se marche sur le protège tibia si tu prends un énorme tacle, ça détruit le matériel ou pas du tout. Mais je pense que c'est tout pensé, tout Alors pour le imaginé. coup, ouais, pour le coup, c'est pensé. Aujourd'hui, il faut savoir que les capteurs, leur but, c'est de fournir des informations. Ça, c'est le but du capteur, mais ils sont implémentés dans des objets, mais ça n'enlève pas le but premier de l'objet. C'est-à-dire que le protège tibia, le but premier, c'est de protéger, et on va venir implémenter des capteurs
qui auront un but informatif. Mais le but de protéger reste le truc ultime du protège tibia, c'est-à-dire qu'ils l'ont pensé pour protéger. Donc ils protègent le tibia, mais ils protègent les capteurs qu'il contient aussi. Ok, ouais, écoute, c'est super intéressant. Ouais, du coup, on peut voir que surtout toutes ces données-là, ça va être surtout de l'information quantitative, hein, si on peut dire ça comme Exact. ça, Ouais. dans le sens où, par exemple, on peut avoir un corps qui réagit très bien, mais ne pas se sentir bien. Du coup, ce qui est peut-être un peu dommage sur toutes ces technologies-là, c'est qu'on va peut-être pas assez voir le ressenti même du joueur, comment il se sent exactement sur le moment même. On oublie peut-être un peu le côté naturel, en fait, du corps humain. Et en fait, on va se focaliser juste sur des chiffres, alors que comme on dit, la médecine, il n'y a rien y a rien qui Alors, vient comme ça, mais ça se trouve, quelqu'un va se sentir très bien sur le terrain, mais avoir des chiffres très mauvais sur le cap. alors je pense que tu mets le doigt sur deux sujets hyper intéressants. C'est qu'aujourd'hui, on est dans la culture de la statistique. Autant dans les fans que le staff, que les sportifs en eux-mêmes, on voit plus forcément le côté qualitatif du jeu, le côté beauté du spectacle aussi, le côté travail invisible qu'il y a dans beaucoup de sports et beaucoup de joueurs qui sont sous-cotés par rapport à ça. Donc ça, c'est un super point que tu relèves ça. Et je dirais le deuxième point que tu as relevé, c'est sur le côté, ben, aujourd'hui, c'est de la technologie qui nous permet d'amener de l'information, mais il faut la traiter. Donc il faut des personnes qui sont data analystes, spécialisées dans le sport, ça existe. Et peut-être que faire une émission avec une personne qui serait dans ce milieu-là, ce serait super intéressant. Et c'est à prévoir, je pense. Mais donc restez bien connectés sur la buvette, petit teasing. Mais ouais, aujourd'hui, on peut imaginer cette évolution aussi avec les intelligences artificielles qui pourraient traiter les données. Mais c'est clair que l'humain a un regard à poser sur ces données, je pense, pour les comprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est des chiffres et qu'il faut pouvoir les comprendre, les croiser. Donc c'est une science qui doit être assez complexe. Je ne me suis pas trop penché sur la question pour aujourd'hui, mais ce serait super intéressant aussi. Mais pour le coup, c'est un sujet annexe qui vient complémenter. Mais c'est vrai que le rôle de l'humain, comme tu dis, n'est pas à négliger, je pense. Ouais, c'est marrant parce que je pense que du coup, les personnes qui réalisent ce métier sont vraiment des vrais professionnels et qu'il faut vraiment avoir des diplômes pour ça. Je pense qu'on relève plus du côté médical d'ailleurs que du côté sportif pour exercer ce genre de métier. Bien qu'il faut un petit peu de connaissances, bien sûr, pour savoir dans quel milieu on évolue. Ce que je trouvais un peu marrant quand tu m'expliquais un peu tout ce processus-là, c'est que ça me faisait un peu penser à mes cours d'économie au lycée, au Fordisme, etc. Dans le sens où tout est hyper organisé pour aller directement à la performance en fait, et à la rapide. Enfin, en gros, le but c'est d'améliorer le produit le plus rapidement possible, un peu comme dans une chaîne, en mode tac, 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 et derrière le sportif devient une machine de guerre, quoi, pour un peu imaginer. Donc c'est vrai que sur ce côté-là, c'est un peu intéressant. Pour continuer, moi j'ai plus cherché des choses innovantes, moins que des choses matérielles, comme tu parlais de start-up. Moi aussi, j'ai également trouvé une start-up qui fait un peu le lien entre le sport et le social. Donc un peu les thèmes de notre podcast, donc ça tombe super bien. Donc c'est une start-up française qui s'appelle Go My Partner. Bon, les françaises, bon, avec un petit nom. Évidemment, je pense que pour toucher international aujourd'hui, c'est essentiel. Exactement. Le thème du naming, hein, un petit. Ouais. On fait plein d'ouvertures. C'est le podcast des ouvertures aussi. Exactement, il y a plein de potentielles émissions qui se dégagent de tout ça. En fait, le principe, du coup, pour revenir à la startup, le principe est assez simple en fait. En fait, la startup est partenaire avec des boutiques. Lorsque vous allez acheter du matériel de sport, qu'on peut penser à des magasins de grandes chaînes comme Decathlon ou Intersport, en fait, quand vous achetez quelque chose, les boutiques s'engagent à financer alors soit une cotisation pour rejoindre un club sportif quand vous n'êtes pas licencié. Donc par exemple, j'ai un enfant de 5 ans qui veut pas se mettre au sport, enfin qui a un peu du mal à se décider, ou peut-être les gens ont un peu un manque de moyens, hein, c'est possible aussi. Et ben vous allez simplement acheter les tenues chez l'équipementier. Et en compensation, eh ben, ils vont fournir un petit peu d'argent pour participer à la licence. Ou deuxième chose possible, ça permet également de financer des équipements dans des structures qui ont besoin. On peut par exemple penser à des petites associations ou peut-être des garderies qui n'ont pas le matériel nécessaire pour procurer l'accès au sport à tous dès le plus jeune âge. Et ben Go My Partner agit là-dessus, donc c'est super intéressant. Ça va permettre aussi de valoriser l'économie locale, parce que du coup ils sont en lien aussi avec des boutiques locales. Et ça va permettre aussi de booster un peu la reprise d'activité sportive chez tous les jeunes qui veulent abandonner, même chez une personne qui veut plus faire de sport, ça peut lui permettre de l'encourager. Bah, c'est super, super intéressant.
parce que on voit aussi que les technologies, elles servent pas seulement à la performance, et elles servent à l'environnement finalement économique et social du sport, l'environnement complet. Et c'est des technologies et aussi des, on va dire, des chemins de pensée, j'ai envie de dire, qui font qu'aujourd'hui le sport, c'est toute une communauté qu'on veut mettre en avant et qu'on veut partager aussi. C'est quelque chose qui se partage. Et super intéressant, je connaissais pas du tout pour le coup. Moi, du coup, pour rebondir là-dessus, ça peut faire aussi un peu le lien avec notre podcast qui va sortir sur le sport amateur. Comme on le Exact. disait, on parle pas que du sport pro, il y a aussi le sport amateur, il faut aussi y penser. Et d'ailleurs, c'est le sport professionnel, hein, c'est une toute petite partie des sportifs, hein, parce que si vous prenez toute la population française, le nombre de sportifs pros, c'est ridicule hein, par rapport à tous les gens qui pratiquent. Donc c'est super important, je pense, de mettre ça aussi en avant dans le podcast. C'est ça, le monde du sport en général et tout ce qui gravite autour. Bah écoute, pour enchaîner, moi j'avais fait un petit focus sur, pareil que toi, des technologies qui ne sont pas forcément sur le terrain, mais autour, et qui sont auteurs de grands débats dans le sport, de grands débats de buvette pour le coup. Je tiens notamment à parler de la vidéo arbitrage, Ouh là là. de l'arbitrage vidéo. Le sujet La fameuse VAR. Alors, c'est quelque chose qui a été implanté dans à peu près tous les sports aujourd'hui. Le plus connu, le foot, l'a fait que très récemment. Euh, dans l'ensemble, on peut dire que c'est peut-être pas un fiasco, mais que ça n'a pas l'effet escompté, ça n'a pas l'efficacité escomptée. Est-ce on avait peut-être trop d'attentes dessus? Je sais pas. Faut dire qu'aujourd'hui, la technologie en elle-même, donc des caméras, quand je parle d'arbitrage vidéo, je parle de caméras, je parle de Goal-Line Technology, je parle de, par exemple en NBA, tout ce qui est, quand ils vont vérifier là, qu'ils ont des, aide-moi. Qu'il y a des fautes, des choses comme Ouais, ça. quand ils call pour les fautes et qu'ils vont vérifier. Les fautes graves qui peuvent être Récemment, la faute sur LeBron qui fait perdre le match, on peut poser la question. En Ligue des Champions au foot, on a vu des exemples où des actions sont, malgré qu'il y ait la vidéo, sont assujetties à décision, quoi. C'est subjectif, hein, certaines phases sportives de match. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Parce que j'avoue que j'ai du mal à me faire une opinion. Certaines fois, la vidéo m'énerve. Certaines fois, je suis content qu'elle soit là. Est-ce qu'on en attendait trop? Est-ce qu'on pensait que ça allait rétablir une équité extrême de l'arbitrage? Je suis dubitatif. Je te rejoins un peu là-dessus, dans le sens où j'ai pas vraiment d'avis tranché sur la question. Déjà, premièrement, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir qu'on apporte quelque chose de technologique qui est censé faire avancer une innovation. C'est une innovation, il qu'elle apporte quelque chose en plus. Et elle arrive quand même dans le milieu du sport à avoir des contestations. C'est vrai que je pense que c'est un des seuls milieux où malgré l'innovation, on arrive quand même à contester ça. Du côté, pour revenir un peu sur le côté peut-être naturel, dénaturante du jeu en fait, dans le sens où ça va couper le jeu, ça va. En fait, les erreurs d'arbitrage, ça a toujours existé, mais là, en fait, on essaye de, peut-être un peu, comme je disais tout à l'heure, de robotiser un peu les sports, dans le sens où on n'a plus le droit à l'erreur. Il y a tellement d'attentes autour qu'on est obligé de quadriller tout ça. Pour ma part, je trouve quand même que la VAR, c'est une bonne chose, dans le sens où ça enlève les injustices. Et je trouve que pour des personnes qui mettent toute leur vie, tout leur quotidien qui est consacré à ça, en fait, je trouve qu'au moins, il n'y a pas d'injustice. Et là, c'est là vraiment la performance même qui parle. Alors après, du coup, un peu, le côté peut-être un peu moins bien, c'est peut-être l'utilisation même des outils. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait que tout le monde retravaille un peu pour que c'est une utilisation qui soit juste et possible à tout moment. Et pas que ça concerne que certaines situations, comme dans le foot par exemple, où c'est vraiment focus que sur certaines choses et pas sur d'autres. Alors pour le coup, j'ai un avis extrêmement proche du tien. Je pense que c'est l'utilisation qu'on fait de ces technologies qui sont mauvaises. Pour citer un exemple d'une technologie toute banale, qui est un micro, qui est ce qu'on utilise aujourd'hui pour enregistrer. Bon, évidemment, on utilise des très gros micros, mais je pense que le corps arbitral devrait avoir des micros sur eux, mais depuis 10 ans, quoi. Et au foot, c'est à peine en train de se mettre en place. Je ne sais pas si en NBA il y en a. Je sais qu'au rugby il y en a et c'est super super intéressant de voir comment l'arbitre il parle aux joueurs, comment il analyse leur comportement, il s'adapte et tout. C'est une technologie toute simple, mais l'utilisation que l'humain en fait, de ne pas le mettre en place, de le mettre partiellement en place, ça fausse un peu le truc, ça met un peu un côté opaque dans une discipline qui devrait être transparente.
Et voilà, pour rester vraiment sur la technologie, il y a des choses simples à mettre en place, mais encore une fois, il y a une intervention humaine, et c'est peut-être une bonne chose aussi qu'il y ait une intervention humaine et que la technologie ne fasse pas tout toute seule. Donc voilà, pour en continuer d'enchaîner, plus grande techno encore que j'ai trouvé, c'est aujourd'hui l'apparition des stades connectés. Donc là, on parle de structures complètement immenses, hein. Gros point positif des technologies, c'est les caméras et tout ce qui est infrarouge, tout ce qui est détection de chaleur pour les objets dangereux, pour un peu les hooligans qui vont faire des choses dangereuses en tribune, pour identifier les troubles faits, pour offrir des expériences plus immersives et interactives. J'ai vu dans des pays, des stades entièrement connectés où il y a des diffusions projetées sur les tribunes, enfin des choses complètement folles. Je pense, moi qui suis grand fan du Real Madrid, au nouveau Santiago Bernabéu qui est en train de se construire, l'extérieur où il va y avoir possibilité normalement de diffuser des images. Enfin, il y a des choses extrêmement belles en termes d'architecture et en termes d'utilité qui se font. Et je ne pensais pas, honnêtement, de pouvoir dire aujourd'hui qu'une structure aussi grande était connectée et qu'il y avait des systèmes pour limite gérer ça d'un bureau, quoi, d'un ordinateur, quoi. Ouais, c'est fou, enfin, je savais même pas pour les stades, quand on voit la taille des stades qui accueillent des milliers de personnes, déjà tout ce qui se met en place autour avec... on pense juste par exemple au panneau LED, hein. De base le panneau LED ça n'existait pas, maintenant c'est quand même quelque chose qui est ancré, qui est hyper utile pour les pubs, pour développer tout ce qui est sponsoring, etc. Pour revenir sur les troubles faits dans les stades ou dans les salles, etc. Je trouve que la technologie là pour le coup apporte vraiment que du positif, dans le sens où c'est pas l'esprit du sport. Je me mets dans la place de quelqu'un qui suit par exemple pas du tout, qui va voir un match NBA pour la première fois de sa vie et qui voit un fan totalement fou jeter quelque chose sur un joueur. En fait, je trouve que c'est dommage parce que quand on se met dans la peau de ce genre de personnes-là, socialement, on n'a pas envie de revenir voir quelque chose et on va peut-être interpréter le sport du mauvais angle et ça va le dénigrer en fait au final, alors qu'on recherche que le plaisir, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois dans le podcast. Ouais, c'est ça, c'est aujourd'hui... faut savoir les utiliser. Dans certaines utilisations où il n'y a que du positif, faut les mettre en place. Après, ça reste des budgets colossaux, hein. C'est des clubs professionnels qui brassent énormément d'argent qui le font pour l'instant. Nul doute que ça va se démocratiser, que ça va s'installer dans les plus petits clubs, que même dans les clubs amateurs, on va commencer à avoir peut-être des petites technos, mais qui pourront changer la vie, je pense, peut-être pas forcément en termes de performance, parce que sur le terrain, un club amateur, ça reste pour prendre du plaisir, mais en termes de gestion d'un club, de gestion administrative, économique, même matérielle d'un club, d'avoir peut-être des technos qui se développent dans ce sens-là, ça peut être super intéressant. Donc, pour conclure le petit mot de la fin, je dirais que finalement les technologies, ça apporte quand même beaucoup de positifs au milieu du sport, que ce soit professionnel ou amateur, malgré quelques contraintes d'utilisation, où il faudrait qu'on pense tous les deux là-dessus. Je ne sais pas si vous vous rejoignez, d'ailleurs n'hésitez pas à commenter, à partager vos idées sur nos réseaux sociaux. On est présent sur Instagram et TikTok, La Buvette Podcast. N'hésitez pas à aller vous abonner et réagir à tous nos contenus. Donc oui, je pense que c'est beaucoup de positifs, mais des défauts d'utilisation qu'il faudrait peut-être corriger. Exact, et écoute, très belle conclusion. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée, peu importe quand vous écoutez ce podcast. Et n'oubliez pas, la vie est un sport, buvez-la sous tous ses angles.